Myasthénie et syndrome myasthénique, c'est le sujet central de notre cours. Nous allons explorer ces deux entités, souvent confondues mais distinctes, qui affectent la jonction neuromusculaire. La myasthénie auto-immune est une maladie bien spécifique, tandis que les syndromes myasthéniques regroupent un ensemble de troubles aux étiologies variées. Comprendre ces différences est absolument fondamental pour un diagnostic précis et une prise en charge adaptée de nos patients. Préparons-nous à une exploration approfondie de ces pathologies. La myasthénie est une maladie auto-immune dont l'évolution a été transformée par les thérapies modernes. Elle est très hétérogène, que ce soit pour l'âge de début, les anomalies thymiques, ou la topographie des atteintes musculaires. À côté, nous avons des syndromes myasthéniques plus rares, comme le Lambert-Eaton ou les formes congénitales et toxiques. Retenez bien ceci, toutes ces conditions ont en commun une atteinte, à divers niveaux, de notre précieuse jonction neuromusculaire. C'est fondamental pour la suite. La transmission synaptique s'opère à la jonction neuromusculaire. Ici, la terminaison nerveuse présynaptique rencontre la fibre musculaire postsynaptique, avec ses replis et ses récepteurs à l'acétylcholine, les RH. Une fente de 50 nanomètres les sépare. L'acétylcholine, notre médiateur, est synthétisé et stocké dans des vésicules nerveuses. Le RH est une glycoprotéine de 5 sous-unités, formant un canal ionique central essentiel aux échanges, permettant la réponse. Voyons la transmission synaptique, ce processus fondamental de communication neuronale. L'arrivée d'un potentiel d'action à la terminaison présynaptique ouvre des canaux calciques. L'influx de calcium provoque alors la libération de neurotransmetteurs dans la fente. Ces molécules se lient à des récepteurs postsynaptiques, générant un nouveau courant électrique et modifiant l'excitabilité de la cellule cible. C'est une conversion électrochimique électrique essentielle. La transmission synaptique est un processus fulgurant, se déroulant en millisecondes. L'arrivée du potentiel d'action à la terminaison nerveuse ouvre des canaux calcium, provoquant la libération de neurotransmetteurs comme l'acétylcholine par exocytose dans la fente. Cette acétylcholine se lie à des récepteurs postsynaptiques, induisant une dépolarisation et la génération d'un nouveau potentiel d'action musculaire, menant à la contraction. L'acétylcholinestérase met fin rapidement au signal, permettant la relaxation. 3. Myasthénie auto-immune, cette maladie chronique et auto-immune est acquise, résultant d'un désordre de la transmission neuromusculaire. La clé est un bloc postsynaptique, où des anticorps ciblent et détruisent les récepteurs à l'acétylcholine. Cliniquement, attendez-vous à une fatigabilité musculaire anormale, exacerbée par l'effort et réversible au repos ou sous anticholinestérasique. C'est essentiel pour le diagnostic. Épidémiologie. La myasthénie auto-immune, une affection universelle qui touche tous les âges et les sexes. Retenez la nette prédominance, féminine avant 40 ans, puis masculine après 60 ans. C'est majoritairement sporadique, mais des formes familiales rares existent. Génétiquement, on observe des associations clés, HLA-B8 et DR3 chez les jeunes femmes, et HLA-B7 et DR2 chez les hommes à début tardif, souvent sans anomalie thymique. Pour la pathogénie de la myasthénie auto-immune, retenons l'essentiel. Grâce aux données cliniques, électrophysiologiques et histologiques, nous savons qu'il s'agit d'une maladie acquise, caractérisée par un bloc postsynaptique. Ce bloc résulte du masquage des récepteurs ou d'un dysfonctionnement immunologique face à un antigène normal, voire de la combinaison de ces deux mécanismes. C'est le cœur de la physiopathologie. Myasthénie auto-immune. Ici, la responsabilité des anticorps anti-récepteurs d'acétylcholine est indéniable. On peut la prouver expérimentalement, ils sont présents chez 90% des patients, et jamais ailleurs. Pensez à la transmission passive au nouveau-né et à l'efficacité spectaculaire des échanges plasmatiques. Enfin, nous observons ces dépôts d'IgG et de compléments qui endommagent la membrane postsynaptique, confirmant le mécanisme immunitaire. Myasthénie auto-immune est une maladie où les auto-anticorps perturbent la transmission neuromusculaire par 3 mécanismes majeurs. Ils peuvent liser la membrane postsynaptique, accélérer la dégradation des récepteurs de l'acétylcholine ou bloquer directement leur site de liaison. Le thymus est crucial dans cette pathologie, car 80% des patients présentent une anomalie thymique comme une hyperplasie ou un thymome, ce qui souligne son rôle déclencheur et l'intérêt de la thymectomie. Regardons le mécanisme d'action des anticorps anti-RAC. En A, chez un sujet normal, la jonction neuromusculaire est parfaitement fonctionnelle, avec de nombreux récepteurs à l'acétylcholine sur la membrane postsynaptique. Ils sont vitaux pour la contraction musculaire. Maintenant, en B, chez le sujet myasthénique, nos anticorps auto-immuns ciblent et détruisent ces récepteurs. La membrane est altérée,
les récepteurs réduits. Résultat? Une transmission neuromusculaire bloquée, d'où la faiblesse musculaire caractéristique. Simple, n'est-ce pas? Myasthénie auto-immune. Son début clinique peut être lié à une infection, un traumatisme ou une grossesse. Les signes initiaux sont dominés par l'atteinte oculaire, ptosis et diplopie dans 50% des cas. Une faiblesse des membres, qu'ils soient inférieurs ou supérieurs, ainsi qu'une fatigue généralisée, sont rapportés dans environ 9 à 10%. Enfin, des difficultés de mastication, une voix nasale, ou une gêne respiratoire, rare mais grave à 1%, complètent ce tableau. Phénomène myasthénique est dominé par la fatigabilité musculaire. C'est une diminution de la force musculaire qui apparaît lors d'efforts répétés ou maintenus et disparaît au repos. Ce déficit est transitoire, variable, sans systématisation neurologique claire. Il s'aggrave avec le froid, l'émotion, et en fin de journée. L'amélioration notable avec les drogues anticholinésterasiques est un point clé pour le diagnostic et le traitement de cette maladie auto-immune. Myasthénie auto-immune. Concentrons-nous sur la topographie de cette fatigabilité musculaire. Les muscles oculaires sont touchés dans près de 90% des cas, souvent comme premier signe. Le ptosis est très caractéristique, asymétrique, fluctuant, et s'aggravant le soir. Retenez bien le signe du glaçon, un test simple où l'application de froid sur la paupière supérieure apporte une amélioration temporaire, un indice diagnostique clé. Myasthénie auto-immune, c'est l'atteinte oculaire qui domine souvent. Retenez que l'ophtalmoplégie partielle se manifeste par une diplopie intermittente et un ptosis, tous deux aggravés par l'effort et la fatigue, typiquement le soir. C'est fluctuant et mal systématisé. Mais attention, un point clé, la motilité intrinsèque de l'œil, celle des pupilles, est toujours respectée. La triade diagnostique est donc claire, ophtalmoplégie, ptosis, et des pupilles normales. Très caractéristiques. Les muscles bulbo-protubérantiels sont clés. La phonation s'altère vite, devenant nasale, inintelligible à l'effort, mais s'améliore au repos. La déglutition devient difficile, avec un risque de fausse route, un signe de gravité. La mastication est pénible en fin de repas, la mâchoire tombante. Notons aussi le triple sillon longitudinal de la langue, un signe pathognomonique. L'essentiel est la fatigabilité de tous ces symptômes. En myasthénie auto-immune, la clinique est frappante. Au niveau du visage, on observe un faciès myasthénique avec ptosis, affaissement des plis et chute de la mâchoire, souvent asymétrique. La faiblesse touche ensuite les muscles cervicaux, entraînant une chute de la tête, et les membres, donnant une démarche dandinante. Le point crucial reste l'atteinte respiratoire, une défaillance diaphragmatique et intercostale peut entraîner une véritable suffocation, nécessitant un transfert immédiat en réanimation. C'est l'urgence absolue. L'examen clinique est absolument clé dans la myasthénie auto-immune. Il doit révéler le phénomène myasthénique, cette fatigabilité musculaire à l'effort, que nous recherchons par des mouvements répétés et prolongés, comme l'occlusion palpébrale ou l'accroupissement. Hormis cela, l'examen est souvent normal, bien qu'une amyotrophie tardive limitée puisse survenir. Et surtout, un examen complet est essentiel pour dépister les maladies auto-immunes associées. Passons aux examens complémentaires, en particulier les tests pharmacologiques. Leur but est de confirmer le diagnostic clinique. On utilise soit l'injection intraveineuse de Reversolt, soit la prostigmine par voie intramusculaire, toujours précédée d'atropine pour limiter les effets indésirables muscariniques. Une réponse positive, c'est une régression transitoire et significative des signes. Il est indispensable d'objectiver cette réponse par un test quantitatif clinique ou électromyographique. Attention, une réponse temporairement négative peut nécessiter de répéter le test dans certains cas. Passons aux examens complémentaires, avec l'électromyographie. L'EMG de détection est généralement normal. C'est l'EMG de stimulation, ou test de décrément, qui est essentiel. On recherche une diminution de plus de 10% de l'amplitude du potentiel moteur lors de stimulation répétitive à basse fréquence, entre 2 et 5 Hz. C'est un signe clé, qui doit être recherché sur un muscle préalablement réchauffé, et idéalement 12 heures après l'arrêt des anticholinésterasiques pour une interprétation optimale. Nous constatons ici l'amélioration spectaculaire du tracé après administration de prostigmine. Avant le test, la stimulation répétitive met en évidence un décrément marqué de l'amplitude du potentiel d'action musculaire composé, caractéristique d'un trouble de la jonction neuromusculaire. Après injection, l'atténuation significative de ce décrément confirme sans équivoque une réponse positive,
orientant fortement vers un diagnostic de myasthénie. C'est un test clé pour confirmer la réversibilité du déficit. Examen complémentaire. Concernant les dosages immunologiques, les anticorps anti-récepteurs de l'acétylcholine sont diagnostiques dans 85% des cas, détectés par radioimmunologie ou ELISA. Bien qu'ils ne corrèlent pas directement avec la gravité, leur suivi est essentiel pour évaluer l'efficacité thérapeutique. Une remontée peut même précéder une rechute. N'oubliez pas que 15% des cas sont séronégatifs, nécessitant la recherche d'anticorps anti-MuSK ou anti-titine. Examen complémentaire, biologiquement, recherchons une affection auto-immune associée, bilan thyroïdien, diabète, anémie. Radiologiquement, un scanner ou une IRM du médiastin est clé pour les anomalies thymiques. Retenez, 70% sont des hyperplasies, fréquentes chez les jeunes. 10 à 15% des thymomes, plus fréquents après 40 ans, avec un pronostic plus réservé. Le reste, des reliquats thymiques, est généralement bénin. Cette classification MGF a gradué la gravité de la myasthénie. La classe I est purement oculaire. Les classes 2 et 3 décrivent des déficits des muscles non oculaires, discrets puis modérés. La classe 4 révèle une atteinte sévère, pouvant exiger une sonde gastrique. La classe V, l'urgence vitale, nécessite une intubation. Cette progression est fondamentale pour le diagnostic et la stratégie thérapeutique. Passons maintenant à l'évaluation ponctuelle de la myasthénie. Ce score analytique quantitatif, sur un maximum de 100 points, nous permet d'objectiver précisément l'atteinte. Il évalue méthodiquement l'endurance et la force musculaire des membres, la capacité à lever la tête, à s'asseoir, ainsi que les fonctions oculomotrices, palpébrales, masticatoires, de déglutition et de phonation. Un outil indispensable pour le suivi de nos patients myasthéniques. L'évolution générale de la myasthénie nous montre une affection chronique et capricieuse, marquée par des poussées, spontanées ou provoquées par une infection, un traumatisme ou certains médicaments. Ces poussées sont entrecoupées de rémissions. Une poussée se définit par la réapparition ou l'aggravation significative des symptômes. Attention, la crise myasthénique est une poussée sévère qui nécessite une intubation et une ventilation mécanique d'urgence. C'est un point critique à retenir. L'évolution générale de la myasthénie est marquée par le risque de crise myasthénique et surtout cholinergique. Cette crise cholinergique résulte d'un excès d'inhibition de la cholinestérase, entraînant un bloc muscarinique et une paralysie respiratoire brutale. Surveillez bien les signes d'intoxication muscarinique comme la pâleur, les sueurs, ou nicotinique avec les crampes. La distinction entre ces crises est souvent difficile, mais le test au tensilon améliore spécifiquement la crise myasthénique, ce qui est crucial pour le diagnostic. Les formes cliniques de la myasthénie sont essentielles. La forme oculaire représente 50% des débuts, souvent localisés, et réagit bien aux anticholinestérasiques. Concernant les anomalies thymiques, l'hyperplasie est associée à une forme précoce et sévère, avec des anticorps élevés. Le thymome, lui, touche 10 à 25% des patients après 40 ans. C'est une tumeur dont la gravité dépend de son caractère invasif et de son type histologique. Retenez bien ces distinctions capitales. Parlons maintenant des formes cliniques. La myasthénie séronégative, qui représente 10 à 15% des cas, est bel et bien auto-immune, souvent confirmée par la présence d'anticorps anti-MuSK chez 70% de ces patients, et ce, malgré un thymus habituellement normal. Concernant la myasthénie néonatale, elle touche 10% des enfants nés de mère myasthénique. Elle est due au passage transplacentaire d'anticorps maternels et, excellente nouvelle, son évolution est spontanément favorable dans un délai de 2 à 4 mois. Les formes cliniques de la myasthénie nous mènent à la myasthénie infantile et juvénile auto-immune. C'est 10 à 15% des cas, débutant fréquemment après 10 ans, touchant davantage les filles, avec un tableau clinique quasi identique à l'adulte. Le vrai défi est de la distinguer de la myasthénie congénitale. Retenez bien, cette dernière est souvent familiale, insensible aux traitements classiques comme la thymectomie, et surtout, elle se caractérise par l'absence d'anticorps anti-Rh, nécessitant une confirmation génétique. Forme clinique de la myasthénie. La forme familiale est rare, touchant des fratries de mère saine, avec un début précoce, une évolution lente et aucune explication génétique claire. Surtout, la myasthénie est fréquemment associée à d'autres affections immunologiques comme les troubles thyroïdiens, le lupus ou le syndrome de Sjögren. Enfin, pendant la grossesse, son évolution est variable, et l'avortement thérapeutique est contre-indiqué, car il aggrave la maladie. Diagnostic. Pour une confirmation positive de la myasthénie,
nous reposons sur un faisceau d'arguments cliniques et paracliniques. Retenez bien, une fatigabilité anormale à l'effort, améliorée par le repos, est essentielle. Ensuite, un décrément supérieur à 10% lors de la stimulation répétitive des nerfs, la présence d'anticorps antirécepteurs de l'acétylcholine, et enfin, une nette amélioration sous anticholinéstérasique sont les piliers. L'ensemble de ces preuves est crucial pour établir ce diagnostic avec certitude et rapidité. Le diagnostic différentiel est crucial. Face à une présentation clinique évocatrice, nous devons systématiquement éliminer les paralysies dyscaliémiques, l'hyperthyroïdie et la polymyosite. N'oublions pas les formes localisées, souvent oculaires ou oculopharyngées, qui orientent vers des myopathies spécifiques ou mitochondriales. Enfin, le syndrome myasthénique est une étiologie majeure à considérer. Cette démarche rigoureuse garantit une prise en charge optimale. Traitement symptomatique, les médicaments anticholinéstérasiques constituent notre traitement de base. Ils agissent en prolongeant l'action de l'acétylcholine au niveau synaptique, grâce à un blocage réversible de l'acétylcholinéstérase. Parmi eux, la néostigmine, le chlorure d'ambénonium et la pyridostigmine, commercialisés comme Mestinon, sont couramment utilisés. Notez que le Mestinon se distingue par ses effets muscariniques moindres et des durées d'action différentes, des points clés pour nos choix thérapeutiques. Traitement de la myasthénie, regardez cette synthèse essentielle. Nous avons différentes molécules avec des cinétiques très variées. L'hydrophonium, par exemple, agit vite 2 minutes mais très brièvement 5 minutes, idéal pour le diagnostic. La néostigmine et la pyridostigmine offrent une durée d'action plus longue, de 2 à 4 heures. Et pour un effet prolongé, la pyridostigmine retard peut atteindre 8 à 10 heures. C'est cette diversité qui nous permet d'adapter précisément la stratégie thérapeutique aux besoins du patient. Traitement, retenez que pour une absorption optimale, la prise doit être à jeûne, 30 à 60 minutes avant les repas. Il est inutile d'associer 2 anticholinéstérasiques comme la Mestinon et la prostigmine, car cela limite leur absorption mutuelle. Votre posologie quotidienne s'établira par tâtonnement, avec des doses réparties tout au long de la journée. En cas de dysphagie prononcée, n'oubliez pas d'utiliser la voie parentérale ou une sonde gastrique. Soyez vigilants, les accidents de surdosage peuvent survenir même avec une posologie initialement bien supportée. Très important, ce tableau synthétise les médicaments formellement contre-indiqués ou à utiliser avec une extrême prudence chez les patients myasthéniques. La liste des contre-indications absolues est longue, incluant notamment les aminosides, les curarisants et certains bêta-bloquants, même en collyre. Leur usage peut précipiter ou aggraver une crise myasthénique. Quant aux neuroleptiques ou benzodiazépines, une surveillance attentive est impérative. Gardez cette diapositive comme un aide-mémoire crucial pour la sécurité de vos patients. Traitement. En myasthénie, la réanimation est cruciale, surtout respiratoire, un tournant pour le pronostic. Attention, la maladie peut décompenser très vite. Dès les premiers signes de troubles de déglutition ou respiratoire, même faibles, une hospitalisation avec assistance respiratoire est impérative. Si les problèmes persistent, une trachéotomie peut devenir nécessaire, parfois avec une assistance à domicile prolongée. Thymectomie. En cas de thymome, la thymectomie est systématique, visant une exérèse complète, sauf contre-indication majeure. Pour les formes invasives, une radiothérapie post-opératoire complète le traitement. Sans thymome décelable, la thymectomie est envisagée dans la myasthénie à début précoce, avant 40 ans et dans les 3 premières années de la maladie. C'est un point crucial pour la prise en charge. Traitement des fonds, nous abordons ici les immunosuppresseurs et immunomodulateurs, essentiels quand les anticholinéstérasiques ne suffisent plus. Les corticoïdants sont un pilier. Leur instauration est cruciale, souvent en milieu hospitalier ou en réanimation, vu le risque d'aggravation. La posologie initiale est des 1 mg par kilo et par jour, maintenue 1 mois ou jusqu'à amélioration clinique, puis diminuée très progressivement pour atteindre un plateau stable. C'est une stratégie délicate mais fondamentale. Traitement. Les immunosuppresseurs sont essentiels. L'azatioprine, à 2-3 mg à kg/j, seul ou avec les CTC, entraîne une amélioration progressive. Soyez vigilants aux effets secondaires, souvent résolus par l'ajustement posologique. Les cyclophosphamide sont aussi très efficaces, avec 74% d'amélioration en 1 mois. Les cyclosporines et le mycophénolate MOFTIL complètent nos options. L'essentiel à retenir, l'association CTC et immunosuppresseur est une stratégie particulièrement efficace. Chers étudiants, ce schéma est votre boussole pour la prise en charge de la myasthénie généralisée.
Après les anticholinéstérasiques, la présence d'un thymome guide une thymectomie, parfois suivie de radiothérapie. En l'absence de thymome, l'âge et les anticorps anti-RH déterminent l'indication d'une thymectomie. Pour un handicap faible, c'est la surveillance. Un handicap important ou une aggravation rapide impose des traitements plus agressifs, échanges plasmatiques, immunoglobulines, corticostéroïdes et immunosuppresseurs. Maîtriser ces étapes. Les syndromes myasthéniques constituent un groupe de pathologies neuromusculaires caractérisées par une faiblesse musculaire fluctuante et une fatigabilité anormale. Notre cours d'aujourd'hui explorera les différentes formes, leurs mécanismes physiopathologiques, les outils diagnostiques clés et les stratégies thérapeutiques modernes. C'est un sujet fascinant et cliniquement très pertinent, impactant significativement la qualité de vie de nos patients. Préparez-vous à en maîtriser toutes les subtilités. Syndromes présynaptiques comme le Lambert-Eaton sont des affections auto-immunes acquises, ciblant spécifiquement les canaux calciques voltage dépendant à la terminaison nerveuse motrice. Initialement vu comme paranéoplasique, ce syndrome est caractérisé par une fatigabilité musculaire importante. L'électromyogramme montre un incrément spectaculaire, supérieur à 400%, et des auto-anticorps anti-canaux calciques sont positifs dans environ la moitié des cas, constituant des marqueurs diagnostiques cruciaux. Syndrome présynaptique. La myasthénie congénitale est une maladie héréditaire, caractérisée par une diminution des vésicules synaptiques, ce qui affecte la libération et le stockage de l'acétylcholine. Par opposition, le botulisme est une neurotoxicité sévère due à Clostridium botulinum. Ses premiers signes sont digestifs, apparaissant 12 à 36 heures après l'ingestion, puis des signes neurologiques se manifestent plus tardivement. Comprenez bien, le contexte est très différent entre ces deux pathologies. Syndrome présynaptique se caractérise par un ensemble clinique distinctif. Retenez les paralysies oculomotrices avec mydriase bilatérale, la dysphagie, et une faiblesse musculaire progressive, y compris respiratoire. Les réflexes ostéotendineux sont souvent normaux ou diminués. Ne manquez pas les troubles dysautonomiques comme la sécheresse des muqueuses. En électroneurommyographie, l'amplitude des potentiels est réduite sans décrément. Le diagnostic final est la détection de la toxine. Passons maintenant au deuxième type de syndrome, le syndrome synaptique. Ici, nous explorons la myasthénie congénitale synaptique, une condition remarquable. Elle résulte d'un déficit en acolinéstérase, cette enzyme essentielle normalement ancrée à la fente synaptique. Des mutations altèrent sa fixation par une queue collagène, perturbant ainsi la transmission. Les colorations spécifiques confirment de manière directe l'absence totale d'acolinéstérase au niveau de la jonction neuromusculaire. Un diagnostic précis. Merci sincèrement pour votre écoute attentive et votre engagement durant cette présentation. Nous avons exploré ensemble des concepts fondamentaux, et j'espère que ces échanges vous offrent de nouvelles perspectives. N'hésitez surtout pas à me solliciter pour toute question ou complément d'information. C'est maintenant avec grand plaisir que j'ouvre la période de discussion.